Fairy Tail. Son nom évoque immédiatement des combats magiques flamboyants, des liens d'amitié indestructibles et aussi beaucoup de débats. Pour certains, c'est une perle pleine d'émotions et de bonne humeur. Un shonen à l'ancienne qui réchauffe le cœur et qui fait vibrer avec ses combats spectaculaires. Mais pour d'autres, c'est une œuvre creuse, qui abuse du fanservice, des retournements prévisibles et de la surenchère émotionnelle. Deux camps, deux visions, et entre les deux, une œuvre qui, qu'on l'aime ou non, ne laisse personne indifférent. Mais au fond, que vaut vraiment Fairy Tail? Le manga de Hiro Mashima, prolongé par 100 Years Quest, mérite-t-il vraiment le lynchage qu'on lui inflige depuis tant d'années? Aujourd'hui, on prend le temps de s'y pencher, avec recul, passion et nuance. Le manga et sa construction narrative. Hiro Mashima n'est pas à son coup d'essai avec Fairy Tail. Avant ça, il avait déjà signé Rave Master, une œuvre au ton similaire, moins connue du grand public. Le manga Fairy Tail démarre en 2006 et s'impose rapidement grâce à son rythme soutenu, sa structure classique mais efficace, et surtout sa mise en page ultra fluide. Le découpage des cases est un vrai point fort. Les scènes d'action sont lisibles, dynamiques, souvent accompagnées de doubles pages percutantes, qui donnent une vraie ampleur aux moments clés. Les expressions faciales sont maîtrisées, allant du comique au tragique, avec une certaine efficacité. On ressent les émotions des personnages, et c'est l'un des talents de Mashima, transmettre sans surcharger. Il sait quand ralentir le rythme pour installer une ambiance ou un flashback, et quand enchaîner les coups de théâtre pour relancer la tension. Même si le schéma narratif devient répétitif, la lecture reste plaisante, fluide, presque addictive. Histoire, entre aventure captivante et répétition narrative. Le scénario de Fairy Tail repose sur une idée simple mais efficace. Une guilde de mages part à l'aventure, affronte des menaces, se renforce et resserre ses liens. On retrouve une alternance d'arcs épiques, de moments plus légers et d'épreuves tragiques. C'est une formule qui fonctionne très bien au début, car chaque nouvel arc permet de mieux connaître les personnages tout en étendant l'univers. Certains arcs restent mémorables. Phantom Lord, avec l'attaque sur la guilde, la détresse de Lucy face à son père, et la réaction collective de Fairy Tail en tant que famille unie, la Tour du Paradis, une plongée dans le passé douloureux d'Erza, un moment d'enfance brisé et la naissance d'un rival tragique, Jelal. On y sent une intensité dramatique rarement atteinte dans les autres arcs. Tenro, un arc charnière qui fait intervenir Acnologia pour la première fois. La confrontation marque un changement de ton et élève la menace à un niveau quasi mythologique. Tartaros, qui bascule dans un ton plus sombre, torture, mort, manipulation et sacrifice, c'est sans doute l'arc le plus mature de la série. Que Fairy Tail les réussit très bien, c'est cette capacité à passer de l'intime au spectaculaire. Un simple adieu peut avoir autant d'impact qu'un combat final. Les enjeux sont souvent émotionnels plus que stratégiques. Cependant, un schéma narratif redondant s'installe. Danger, puis défaite, puis souvenir ou émotion, puis power-up, et enfin victoire. Ce mécanisme, s'il est efficace au début, perd de sa force quand il est répété sans variation. L'absence de réel échec durable pour les héros limite parfois le poids dramatique. Malgré tout, Fairy Tail parvient à conserver une narration accessible, rythmée et toujours sincère. Le cœur de l'histoire, c'est la famille qu'on choisit, les liens qu'on tisse et les batailles qu'on mène ensemble. Et ça, c'est quelque chose que peu de shonen mettent autant en avant avec autant d'insistance. Des personnages hauts en couleur, mais trop protégés. L'une des grandes réussites de Fairy Tail, c'est son casting. Chaque membre de la guilde a sa personnalité propre, son moment de gloire et son lien avec le groupe. La diversité crée une dynamique unique qui rend la guilde vivante et attachante. Natsu, le héros classique mais efficace, tête brûlée, loyal, toujours prêt à se battre pour ses amis, il représente la fougue du shonen traditionnel. Mais il n'est pas dénué de moments de doute ou de souffrance, notamment face à sa vraie nature en tant que ING. Je me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail, et toi je sais pas d'où tu sors mais je t'ai jamais vu. Lucy, souvent critiquée à tort pour son rôle passif, est pourtant le cœur émotionnel de l'équipe. Elle incarne l'humanité et la vulnérabilité, mais aussi la persévérance. Son lien avec ses esprits, notamment Aquarius, est l'un des plus beaux arcs émotionnels de la série. Merci beaucoup. Erza, véritable pilier de la guilde, puissante, charismatique, respectée, elle symbolise la résilience. Mais au-delà de la force, il y a une grande solitude. Son passé, exploré dans l'arc de la Tour du Paradis, est profondément touchant. Si je porte une armure en permanence, c'est parce que je sais très bien que je suis faible et que sans cette protection, je ne vaux pas grand-chose. Grey, sans doute le plus complexe émotionnellement, son parcours est marqué par la perte, la vengeance, la culpabilité. Son affrontement avec Silver est bouleversant, car il touche à des thèmes rares dans un shonen. Le pardon, l'identité, le devoir. Les autres humains peut-être, mais pas moi. Je dois à tout prix gagner contre toi. Gadil, ancien ennemi brutal devenu protecteur farouche, son évolution est l'une des plus crédibles. Sa relation avec Rebi est douce et subtile, en contraste avec sa rudesse apparente. Sa fausse mort dans l'arc Alvarez est un moment fort, gâché hélas par un retour trop rapide. Et bien sûr Wendy,
souvent sous-estimée. Elle symbolise la pureté, le courage discret et sa progression est admirable. Son amitié avec Shelia et sa volonté de se dépasser la rendent très attachante. Et aussi, on va dire, c'est un peu la carte joker de Hiro Mashima. Mais voilà, Fairy Tail a du mal à dire adieu à ses héros. Peu de morts marquantes et celles qui s'annoncent sont souvent annulées. Makarov, Gadjil, Grey, voire même Erza, tous frôlent la mort sans vraiment y passer. Cette tendance à l'annulation dramatique enlève une part de gravité. On finit par ne plus craindre pour les personnages, ce qui atténue l'effet des grands affrontements. Le sacrifice devient une illusion et la douleur une simple étape. Dans Fairy Tail, les émotions sont fortes sur le moment, mais rarement ancrées dans des conséquences à long terme. Il y a aussi la question du fanservice. Que ce soit dans la mise en scène, les plans suggestifs ou certaines situations, Fairy Tail en regorge. Hiro Mashima l'a toujours assumé. Il aime dessiner le corps des femmes. Est-ce problématique? C'est une question de sensibilité. Certains y verront une distraction constante, d'autres une signature visuelle exagérée mais cohérente avec le ton général de l'œuvre. Dans un univers aussi décomplexé que celui de Fairy Tail, cela peut gêner, comme cela peut passer inaperçu. Tout dépend de la place qu'on accorde à l'équilibre entre fond et forme. Ce qui est sûr, c'est que cette approche visuelle n'empêche pas les personnages féminins d'être puissants, profonds et essentiels à l'histoire. Animation. Entre fulgurance et inégalité. L'anime Fairy Tail alterne constamment entre de belles fulgurances visuelles et des choix de production plus discutables. Certaines scènes bénéficient d'une véritable mise en scène avec une animation fluide, des effets de lumière soignés et des mouvements de caméra immersifs. On pense par exemple au combat final entre Natsu et Zelef, où chaque coup est lourd de symbolique, et à Luxus contre Tempester, où la rage et la fatigue se ressentent dans chaque impact. Dans ce moment-là, on sent que l'équipe ont mis le paquet. Les effets de magie, le dynamisme des chorégraphies, la gestion de la lumière et du son donnent parfois l'impression de regarder un film d'action animé de haute volée. Mais à côté, on trouve également de nombreux épisodes où l'animation est figée, avec des plans fixes et tirés, des visages figés ou trop simplifiés, et un manque flagrant de fluidité dans les transitions. Cela dit, pour une série aussi longue, plus de 300 épisodes répartis sur près de 10 ans, il faut saluer la constance relative du studio A1 Pictures. Malgré les limites budgétaires et les délais de production, Fairy Tail parvient dans l'ensemble à maintenir un niveau de qualité acceptable, avec des pics qui méritent d'être salués. Zéro slash. Gungnir de glace. C'est super froid ce machin. Il était dans la glace. Supplice dragon de Je sens monter en moi la force qu'elle me donne. Je suis son bouillard. Des antagonistes au potentiel inexploité. Zelef, Acnologia, les Spriggan, tous avaient un immense potentiel. Des antagonistes puissants, visuellement marquants, porteurs de thématiques profondes, et pourtant leur traitement reste l'un des plus gros gâchis de la série. Prenons Zelef, son statut d'immortel maudit, condamné à tuer tout ce qu'il aime, aurait pu en faire l'un des méchants les plus complexes du shonen. Son lien avec Natsu, son passé avec Mavis, son ambition de réécrire le monde, tout est là pour créer une tragédie digne de Shakespeare. Et dans les faits, certains passages sont souvent poignants, mais trop souvent son rôle est réduit à un simple obstacle pour Natsu, et sa fin précipitée et confuse manque de l'impact émotionnel qu'elle aurait dû avoir. Acnologia, quant à lui, est présenté comme une entité quasi divine, un ancien chasseur de dragons devenu dragon lui-même, consumé par la haine. Son aura est incroyable, son entrée sur l'île de Tenro reste l'un des moments les plus terrifiants de l'anime. Mais là, encore, malgré toutes les promesses, il est vaincu dans un plan collectif, certes symbolique, mais peu satisfaisant en termes d'enjeux et de tension dramatique.
On attendait un duel final chargé d'émotions, on a eu un affrontement détaché, presque abstrait. Même les Spriggan 12, armée d'élite de l'Empire d'Alvarez, souffrent du même traitement. Introduits comme des monstres de puissance, ils sont pour la plupart balayés sans véritable développement. Certains comme Auguste ou Irene sortent du lot, leurs histoires personnelles sont touchantes et leurs combats marquent, mais les autres sont vite oubliés. Le problème vient peut-être de la volonté de toujours recentrer l'intrigue sur les héros. Là où un Bleach prend le temps de développer ses antagonistes, voire de les humaniser, on pense à Ulquiorra, Aizen ou même Grimmjow, Fairy Tail préfère les désamorcer rapidement, parfois après une seule défaite. Cela nuit à la montée en tension. Quand l'ennemi semble invincible, on devrait trembler. Dans Fairy Tail, on finit par savoir que l'amitié suffira. Et pourtant, tous ces antagonistes avaient un potentiel d'apporter un contraste aux valeurs positives de la guilde. Ils auraient pu représenter des philosophies opposées, des choix radicaux, des miroirs sombres des héros, mais la série choisit trop souvent la facilité au moment décisif. C'est frustrant, car ces personnages auraient pu hisser la série au niveau supérieur. On ne leur reproche pas leur concept, mais leur traitement narratif. Et dans une œuvre aussi riche en émotions, c'est un manque qui se fait sentir jusqu'à la fin. Une émotion sincère, mais souvent étouffée. Fairy Tail s'est touché. Le lien entre Lucie et Aquarius, la romance tragique de Maeve et ses élèves, Grey et son père, sont des instants puissants, sincères qui résonnent longtemps chez le spectateur. Un autre exemple fort, la séparation entre Wendy et Shelia. La peur de perdre l'autre et le lien d'amitié sincère entre les deux jeunes filles rendent ce moment particulièrement touchant. Même si on n'est plus dans la même guilde, toi et moi, on sera amis pour toujours. C'est vrai, Cheria? Amis pour la vie. Mais trop souvent, l'impact émotionnel est interrompu brutalement par un retour à l'humour ou une pirouette scénaristique. Après la perte d'Aquarius, la douleur de Lucie est atténuée trop rapidement par des situations comiques ou des relances d'intrigues plus légères. Autre exemple, le départ supposé de Luxus, de la guilde après son affrontement contre Natsu. L'émotion est réelle, mais la résolution est trop rapide pour que le spectateur le digère pleinement. Ces ruptures de ton empêchent parfois l'œuvre d'exprimer toute sa maturité émotionnelle. Là où un FMA ou un Attack on Titan laisse les poids des émotions s'installer. Fairy Tail semble parfois avoir peur du silence ou de laisser les personnages dans une douleur trop longue. Pourtant, quand elle le fait, la série brille sincèrement. De toute façon, mon corps n'en a plus pour très longtemps. Je suis désolé, papa. Ne dis rien. Laisse-moi te serrer dans mes bras encore un moment. OST, opening et ending. C'est là que Fairy Tail brille sans conteste, sa bande son. Peu d'animés peuvent se targuer d'avoir une identité musicale aussi forte, aussi reconnaissable et aussi marquante dans la mémoire collective des fans. Les OST composés par Yasuharu Takanashi sont parmi les plus emblématiques de l'animation japonaise. Dès les premières notes du main theme, on sent le frisson de l'aventure, le mélange d'instruments celtiques, de guitares électriques, de tambours puissants et de violons mélancoliques donne à l'univers de Fairy Tail une couleur sonore unique. Des morceaux connus comme Dragon Force ou encore Against Magic accompagnent les moments clés, qu'il s'agisse des combats épiques ou de scènes plus introspectives. Ce sont des musiques qui racontent autant que des images, qui anticipent l'émotion autant qu'elles la soutiennent. Les openings sont de véritables hymnes. Strike Back, l'opening 16, avec son énergie explosive incarne parfaitement l'arc Eclipse. Masayume Chasing, l'opening 15 plus pop, évoque à la fois l'espoir et la nostalgie. Et comment ne pas citer Snow Ferry, l'opening 1, qui a marqué toute une génération avec sa douceur et sa mélodie inoubliable. Chaque opening est soigné avec des animations dynamiques et une ambiance qui correspond parfaitement à l'arc narratif du moment. Ils ne servent pas seulement à introduire un épisode, ils sont des rendez-vous émotionnels. Les endings, souvent plus intimistes, offrent une respiration bienvenue après la tension des épisodes. Kimi ga Kureta Mono en est un exemple parfait. Une balade douce, nostalgique, presque onirique, qui permet de prolonger les émotions du spectateur. La musique dans Fairy Tail n'est pas juste un habillage sonore. C'est un langage. Elle structure les arcs, souligne les virages émotionnels, renforce les scènes de tension, de douleur ou de joie. C'est un moteur d'immersion, mais aussi un ciment qui lie chaque moment fort entre eux. Il n'est pas rare que des fans réécoutent les OST des années après la fin de la série, preuve que cette œuvre musicale a transcendé son propre support. La communauté et les fans. Un autre aspect souvent sous-estimé mais essentiel dans la réception de Fairy Tail, c'est sa communauté.
Malgré les critiques parfois virulentes, Fairy Tail a fédéré l'un des fandoms les plus fidèles et passionnés du monde du manga. Que ce soit sur Twitter, Reddit, YouTube ou TikTok, les fans continuent de produire des contenus, de débattre, de créer des fanfictions, des fanarts et d'animer les discussions sur les personnages, les arcs ou les combats. Certains moments sont devenus cultes, repris en musique, détournés, parfois même moqués, mais toujours avec passion. Les conventions regorgent encore de cosplay d'Erza, Natsu ou Grey, les OST circulent dans les playlists gaming ou motivation, et même ceux qui n'apprécient pas certains choix narratifs reconnaissent que la série a marqué leur adolescence ou leur entrée dans le monde du manga. Cette longévité et cette présence continue est une preuve que Fairy Tail dépasse le cadre de la simple œuvre consommée. Elle a été vécue, partagée et continue de fédérer. En cela, la guilde Fairy Tail n'est pas qu'un concept dans la série, elle existe dans le réel, porté par ses fans. Fairy Tail n'est pas parfait, il a ses facilités, ses travers, ses répétitions, mais il n'est pas vide, il déborde de passion, d'énergie et d'amour pour ses personnages. C'est un shonen qui fait du bien, qui transmet des valeurs simples mais fortes. Et s'il manque parfois de prise de risque, il compense par sa générosité rare. Alors non, Fairy Tail ne mérite pas son lynchage, il mérite d'être aimé à sa juste valeur. Cela dit, on peut imaginer ce que Fairy Tail aurait pu faire différemment pour convaincre plus largement. Accepter de laisser mourir certains personnages majeurs pour donner du poids aux événements, accorder plus de profondeur à ses antagonistes dans la durée, ou encore doser plus finement son humour pour ne pas casser l'intensité dramatique de ses scènes fortes. Même sans changer son ton chaleureux et ses valeurs de camaraderie, l'œuvre aurait pu équilibrer mieux légèreté et gravité. Mais en l'état, elle reste une série sincère qui assume ses choix et qui, malgré ses imperfections, a su marquer durablement toute une génération. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos dans ce style, donc j'espère que vous allez kiffer. Allez, à la prochaine. Bye bye les gens. I am a lone wolf, free and wild, a howl in the night, unbeguiled. No chains, no bounds, just the untamed mile. I roam the land with a knowing smile. I am a lone wolf, heart of steel. I carve my prayer with every step I feel. In the snow I leave prints that seal.